Bonjour à tous. La bataille de Yavin 4 de l'épisode précédent marque un tournant dans la guerre civile qui fait bientôt rage depuis 12 ans. Après sa défaite sur Yavin 4, Daala décide de prendre sa retraite et va complètement disparaître de la circulation pendant un certain temps. Sauf que, si on écarte les courtes tentatives de conquête de trône et de l'empereur ressuscité, l'empire actuellement en place est plus puissant que jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une tête couronnée, et c'est l'empire le plus puissant qu'on ait eu sans empereur ou sans commandant suprême à sa tête. Les seigneurs de Khal les plus puissants sont morts, et pour les autres, ils ont soit rallié l'Empire, soit ont été annexés, et c'est Gilad Pellaeon qui se retrouve par intérim à la tête de la marine impériale. Décidant d'abandonner le noyau profond, Pellaeon fait l'inventaire des ressources récupérées lors de l'annexion des différents territoires, et grâce à ça, il met notamment la main sur deux super destroyers, le Dominion et le Megador, qui furent plus tard rejoints par le Faucheur, après l'annexion de l'alignement de Pentastar. Avec ces trois super destroyers, la puissance de feu de Pellaeon est sans égale, et c'est tout naturellement que le Conseil des Moffs lui donne le titre de commandant suprême de la flotte impériale. Afin de montrer à la Nouvelle République que l'Empire était toujours debout, Pellaeon mène une attaque éclair sur le système Orinda et 6 systèmes voisins avant de se replier. Il fait envoyer un message sincère à la Nouvelle République expliquant que Orinda, de par son histoire de centre culturel impérial, revenait à l'Empire et qu'il n'avait pas l'intention de pousser plus loin l'offensive, à moins que la Nouvelle République ne se montre hostile. Bien évidemment, la Nouvelle République n'a absolument pas cru le message, notamment à cause de l'utilisation du Faucheur qui représentait à lui seul une menace sérieuse, et il fut décidé d'envoyer le Lusanka commandé par Wedge Antilles et l'escadron Rogue. Toutefois, on peut noter que le déploiement du Lusanka ne se fait pas sans remous. La tendance de l'époque était plutôt aux petits croiseurs, frégates, corvettes et chasseurs qui cadraient plus avec une vision paisible et minimaliste de la Nouvelle République, alors que le Lusanka, bien qu'aux couleurs de la Nouvelle République, était plutôt un vestige des monstres spatiaux impériaux. Cela dit, le début du conflit se passe plutôt sans encombre, si on peut dire, avec quelques escarmouches entre le Lusanka et le Faucheur, chaque camp concédant ou récupérant des mondes au fur et à mesure que le conflit s'enlise. Et c'est cet enlisement qui a convaincu les gradés de la Nouvelle République de déployer l'Endurance, qui n'était ni plus ni moins qu'un gigantesque hangar volant pouvant déployer 6 escadrons complets, soit 72 chasseurs et wings. Du coup, le conflit bascule légèrement en faveur de la Nouvelle République et l'Empire se replie au niveau d'Orinda. Lors de la dernière bataille, le Lusanka et le Faucheur s'affrontent avec un feu nourri et l'amiral Bell, aux commandes de l'Endurance, estime que les défenses du Faucheur sont trop importantes pour le moment pour lancer ses chasseurs et elle va retarder leur décollage. Sauf que si vous avez bien suivi, vous savez que Pellaeon dispose de 2 autres super destroyers et que la Nouvelle République ne le sait pas. Et c'est à ce moment-là que le commandant suprême va choisir de refermer son piège. Le Dominion, avec 6 croiseurs, vont arriver pour bloquer la Nouvelle République dans un champ d'interdiction. L'Endurance est pulvérisée en quelques secondes alors que les chasseurs n'ont même pas été déployés, ce qui fait que du coup, il sert à rien. Et le Lusanka, lui, ne pourra fuir qu'une fois que l'escadron Rogue aura affaibli le champ d'interdiction et il sera obligé de fuir, c'est clairement une défaite. C'est une véritable débâcle pour la Nouvelle République qui décide de laisser Orinda aux mains de l'Empire et de renforcer les systèmes voisins, mais aussi d'investir un petit peu plus dans la construction de croiseurs conséquents afin de rivaliser avec la flotte impériale et reléguant les chasseurs et petits vaisseaux au rang de soutien. Douze ans après la bataille de Yavin, une colonie minière est installée sur la planète Corvos avec pour objectif de produire de l'électricité géothermique. Sauf qu'après quelques temps, la colonie va émettre un signal de détresse envers Coruscant, puis plus rien. La Nouvelle République affronte actuellement l'Empire qui est certes sur les déclins, mais qui est bien plus organisé qu'auparavant, on l'a vu il y a quelques minutes. Et il demande donc à Luke Skywalker d'envoyer des Jedi sur place pour enquêter. Ce sont Kyp Durron et Dorsk 82, le clone de Dorsk 80, qui était mort à l'épisode précédent, qui se rendent sur place. Kyp découvre un Léviathan, tandis que Dorsk contacte le temple pour demander de l'aide. Alors qu'il ne sait pas qu'il y a un Léviathan, mais Kyp a disparu, bref. Mais Kyp parvient à électrocuter le Léviathan en utilisant la force pour guider la tempête qui faisait rage en libérant ainsi l'âme de nombreux mineurs. Parce que les Léviathans ont la capacité d'enfermer l'âme de leurs victimes et d'assimiler leurs connaissances. Elles avaient été conçues lors du second grand schisme de l'ordre Jedi, connu aussi sous le nom des 100 ans d'obscurité ou siècles d'obscurité. Et pour rappel, c'est un groupe de Jedi mené par Harun Tapal, Xozan et Karnes Mur qui ont expérimenté la force au-delà du dogme des Jedi en créant des mutations sur diverses créatures.
En 6900 avant la bataille de Yavin, certaines d'entre elles, dont les Léviathans, avaient été lâchées sur Corvos lors de l'ultime bataille qui avait abouti à la défaite des Jedi Noirs et à leur exil, ce qui plus tard va les amener sur Korriban. Mais depuis cette époque, chaque colonie qui venait exploiter Corvos était détruite par cette créature, et quelques centaines d'années après, quand des gens avaient oublié, une nouvelle colonie revenait et était à son tour détruite, et cela depuis près de 7000 ans. Quand Kiranati et Stryn arrivent sur Corvos, ils découvrent des œufs de Léviathan qui éclosent, et ils doivent fuir pour ne pas être dévorés. Finalement, ils retrouvent Kip à côté du cadavre du Léviathan, qu'il avait électrocuté, sauf que lui, c'était qu'un petit, et comme d'hab, il y a un vachement plus gros qui se pointe quelques minutes après. Ce n'est qu'au bout d'un combat acharné que les Jedi vont enfin parvenir à abattre la créature de façon définitive et retourner sur Yavin 4. Seul un doute subsiste. Comment les mineurs ont réveillé le Léviathan ? Après avoir tué Xandel Carevus, l'empereur précédent, Kyrkanos reprend du service en tant que chasseur de primes sous l'identité de Kenix-Kill. Suite à plusieurs bagarres où il tue plusieurs personnes, ce qui semble être sa spécialité, il tue par mégarde impériale un homme de main de Boba Fett, car Boba Fett avait été envoyé par Ennix Divian, un partisan pur et dur de l'Empire de Palpatine, afin de recruter Kyrkanos. Alors au début, Kyr se laisse convaincre par Boba Fett de l'emmener voir Ennix sur un astéroïde où se trouvait un entrepôt de matériel datant de la guerre des clones, et il constate qu'Ennix a réussi à réunir de nombreux partisans purs et durs de l'Empire, dont certains au gradés impériaux. En voyant Ennix Divian face à face, Kyrkanos le reconnaît comme étant un des tueurs personnels de l'Empereur, et du coup il le considère plus comme un voyou sans foi ni loi que comme un dirigeant impérial potentiel. Ennix est très fier de son plan. Il souhaite utiliser une substance volatile, le Zinetium, fourni gracieusement par un dénommé Nom Anor, pour attaquer Coruscant. Mais s'il y a une chose que Kyr déteste plus que tout, c'est le massacre d'innocents, donc il refuse de s'allier à lui. Du coup, forcément, il est mis en cellule, mais il va parvenir à s'échapper, il va voler une navette pour foncer sur Coruscant pour prévenir Luke et Leia, alors qu'il les déteste parce que ils ont causé la mort de Palpatine. Alors bien sûr, on peut pas le laisser faire ce qu'il veut sur Coruscant, et il est arrêté et enfermé. Il demande à voir Mirrit Sin et la convaincre de lui amener Leia Organa et Luke Skywalker. Luke, lui, il va utiliser la force et il va ressentir aucune duperie dans le cœur de Kyr, et il va accepter de lui faire confiance, et c'est à peu près à ce moment-là que les techniciens vont révéler des radiations dans la navette volée. En fait, Ennix, il avait anticipé la réaction de Kyrkanos, il savait qu'il refuserait la proposition, et se précipiterait sur Coruscant pour sauver Mirrit Sin. Bon, cela dit, Ennix, il n'aura pas assez anticipé, car Luke va s'envoler avec la navette pour rejoindre l'orbite, et il va s'éjecter au dernier moment, juste avant l'explosion. Alors bien évidemment, toutes les preuves vont désigner Kyrkanos, qui à ce moment-là était en route avec Mirrit Sin pour voir Finadasta en vue d'un cessez-le-feu entre la Nouvelle République et les vestiges de l'Empire. Les hommes d'Ennix attaquent à ce moment-là et Finadasta est tué. Le baron d'Asta est vraiment attristé par la mort de sa fille, il en a une sauvegarde. Mais il comprend cependant les enjeux et accepte d'aider Kyrkanos à stopper la flotte d'Ennix qui se dirige vers Orinda, laissée sans défense pendant le traité. Ils interviennent juste à temps pour éviter la capture de Gilad Pellaeon et anéantir la flotte de Devial. Kyrkanos poursuit alors Ennix jusqu'à sa navette personnelle et le tue, sauf qu'il est gravement blessé. Mirrit va le conduire dans une des maisons du baron d'Asta, où elle lui dira adieu avant qu'il ne meure. Du moins c'est la version officielle, car en réalité Kyrkanos a bel et bien survécu, a été soigné par le clone de Finadasta. Je vous avais dit qu'il avait une sauvegarde. Puis il part tout seul faire sa vie, loin de l'Empire, il a dit « j'en ai marre ». Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était des chroniques un petit peu mélangées. Il y en a qui étaient dans des BD, notamment l'histoire des Léviathans, d'autres qui étaient un petit peu dans des récits annexes qui ne sont pas vraiment dans les romans. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et le commentaire pour aider au référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aller faire un tour sur Tipeee ou Utip pour regarder une publicité ou faire un don, si vous avez envie. En tout cas, je remercie tous les tipeurs qui chaque mois participent au financement de la chaîne, ça m'aide énormément. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!